Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le moment de parler sport sur Canal Algérie avec le 34e numéro de la saison de votre émission 52 minutes chrono. Première partie bien évidemment et comme chaque lundi consacrée à l'actualité sportive nationale et internationale avec tout d'abord la visite d'inspection du ministre de la Jeunesse et des Sports à Oran en prévision des Jeux méditerranéens de 2022. La Fédération algérienne de lutte associée qui trace le programme de reprise des athlètes d'élite et on aura également un reportage sur le centre équestre de Ain Taïa où rien n'est laissé au hasard concernant l'entretien des chevaux. Et la partie brève internationale dominée bien évidemment par la 136e session du Comité olympique international. Tout cela avec les invités, notre invité et notre consultant qu'on retrouve avec grand plaisir. Nordine Hani, bonsoir. Bonsoir Mortar, un plaisir qui est tout le temps partagé, je ne cesserai jamais de le dire. Et puis un grand bonsoir à tous ceux qui nous suivent tous les lundis. Donc on leur fait un petit coucou. Un petit coucou pour tous les téléspectateurs qui nous suivent assidûment et qui nous encouragent à travers les réseaux sociaux. Encore une fois, un grand merci. Pour ce 34e numéro de la saison, nous avons le plaisir d'accueillir M. Nassardine Gemrich, qui n'est autre qu'un professeur à l'Institut, à l'École des sciences et de la technologie du sport. Donc ex-ISTS, à savoir Nassardine Gemrich, donc qui est docteur, je précise. Monsieur Gemrich, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est bon, bienvenue. Merci pour l'invitation. Et vous n'êtes pas que professeur, puisque vous êtes également président de l'association des footballeurs algériens. Oui, des entraîneurs de football. Des entraîneurs et des footballeurs algériens. Très bien. Donc, vous nous faites le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. On va aborder plusieurs aspects, puisque vous avez un petit peu bourlingué, vous avez touché pratiquement à plusieurs disciplines, sans parler de votre sport de prédilection, à savoir le football. Oui, le sport en général. J'ai pris des fonctions d'expert auprès du ministère de la Jeunesse et du Sport, au comité olympique, en tant que porte-parole, membre du comité olympique, président de fédération, ancien entraîneur, ancien joueur. Donc, on a un petit peu touché à un grand nombre de disciplines et on va mettre un petit peu notre capital d'expérience au service du sport algérien. En tout cas, on s'attend à un débat important et positif avec Nordine Hani. Objectif surtout pour mettre le point sur pas mal de choses qui se passent sur le plan national. Alors, où en êtes-vous avec votre association? Apparemment, vous ne chômez pas depuis la création, donc il y a eu pas mal d'activités. Non, l'association nationale des entraîneurs de football, on est en bon terme avec la fédération, il faut le préciser, en tant que partenaire incontournable, vu l'agrément que nous avons obtenu en 2019. Donc nous existons un petit peu sur 52 points en Algérie, les 48 wilaya délégués. Nous dépassons le nombre de 1000 entraîneurs. Les portes sont toujours ouvertes pour l'ensemble, disons, il faut avoir un diplôme et ils peuvent adhérer à notre association. Nous existons au plan international, à savoir les pays arabes, les États-Unis, le Canada et en France. Donc actuellement, il y a une commission mixte avec la Fédération algérienne de football pour le métier, concernant la convention collective, concernant le statut de l'entraîneur, pour valoriser le métier de l'entraîneur, pour que l'entraîneur de football soit représenté à l'intérieur de la fédération, au niveau de l'Assemblée générale et dans toutes les commissions, là où l'entraîneur est nécessaire d'y être à l'intérieur. Donc, vu la pandémie, c'est une situation exceptionnelle. Nous avons axé notre travail sur les visioconférences. Un certain nombre d'experts, de spécialistes ont intervenu de l'étranger sur le métier de l'entraîneur, sur le contrat de l'entraîneur, sur le manager. Donc, tout ça, c'est une formation continue et grâce à ça, on va permettre les entraîneurs qui vont participer peuvent bénéficier des attestations reconnues par la Fédération algérienne, par la Direction technique nationale. Il faut savoir aussi qu'il va y avoir aussi le collège technique national au niveau de la Fédération. Donc les entraîneurs vont bénéficier de cette ouverture pour qu'ils soient représentés. Donc d'une manière générale, nous sommes en train de lutter, de pousser les choses pour que l'entraîneur algérien soit valorisé à sa juste valeur et puisse intégrer toutes les structures et
par le biais de l'entraîneur, on parle du cadre algérien. Le cadre algérien doit avoir sa place au niveau de toutes les institutions sportives, au niveau de toutes les assemblées. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et un exemple, Nordin Hani, qui doit être suivi par les autres disciplines. Absolument. Donc, quand on parle de cadre, normalement, ça doit être le cadre du sport tout court. Je soutiens cette initiative de créer, puisque le football, c'est le sport roi, c'est le sport par excellence. Donc c'est bien d'avoir commencé par créer cette association pour le football. Mais il faut aller justement vers cette association de tous les cadres algériens. Un petit exemple. On a découvert avec la pandémie que ceux qui pouvaient combattre cette pandémie, c'était les gens du secteur, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les ambulanciers, les gens du secteur. Un exemple frappant. C'est pareil pour le sport. Le sport doit être géré par les gens qui ont étudié dans le sport, qui sont issus du sport, et non pas ramener des gens à travers une soi-disant démocratie où on fait des assemblées générales. On ramène des présidents de clubs qui n'ont rien à voir avec le sport. On ramène des présidents de ligue qui n'ont rien à voir avec le sport. Et c'est eux le centre de décision. Il faut revenir comme on était avant à ce que le cadre ait son mot à dire. Le cadre doit être écouté. Les autres doivent être un support pour le cadre. Le jour où on comprendra que c'est le cadre du sport qui fait le sport et que les autres sont des accompagnateurs, comme ça se passe partout dans le monde. Vous avez des présidents de clubs, dans des clubs professionnels, ils sont là, ils ramènent l'argent, ils ramènent les moyens, mais autour d'eux, ils ont des cadres et c'est eux qui font la politique du club. Et c'est pour cela que ça marche. Le jour où on comprendra cela dans ce pays, on pourra revenir comme on était avant, parce que ce temps-là a existé. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait d'accord. Un langage de technicien, oui, tout à fait d'accord, mais ce qui est important, c'est pour faire avancer cette stratégie, cette démarche, il faut modifier les statuts. Les statuts ont été réalisés de telle manière à exclure le cadre algérien. Sur mesure. Oui. Le cadre algérien a été exclu par la réglementation. Et conformément aux orientations du président de la République pour ouvrir les possibilités aux compétences, au cadre algérien, à la jeunesse algérienne, si on ne modifie pas les statuts, cette démarche ne peut pas avoir le jour. Donc moi je fais un appel solennel au secteur du ministère de la Jeunesse et du Sport pour intervenir directement pour modifier avant les élections le renouvellement. Avant qu'ils fassent le renouvellement, sinon on va se retrouver avec les mêmes personnes ou bien mandater, les personnes vont mandater leurs collègues. Et on ne va pas permettre aux cadres, aux compétences d'intégrer les associations et les fédérations. Malheureusement, on forme des cadres algériens à un prix important et il n'arrive même pas à s'exprimer, à trouver les exploiter à 100%. Il n'arrive même pas à trouver l'espace où il peut s'exprimer, alors qu'on donne la possibilité à des gens qui n'ont rien à voir avec le sport de décider, de délibérer. Contrairement au cadre du sport qui est une voie consultative. Très bien. Nordin Hani vient d'évoquer un exemple frappant, celui de la crise sanitaire par rapport au secteur de la santé. Quel est votre regard, le regard de M. Gemrich, donc, sur la gestion de la crise sanitaire dans le domaine sportif? Non, la gestion, le protocole, il existe. Nous avons nous-mêmes, à travers notre association des entraîneurs de football, des visioconférences, ou des consultations avec les différents pays. Hein, on a bénéficié de leur expérience. Maintenant, c'est un problème d'éducation, c'est-à-dire un protocole, il doit être appliqué. Il doit être appliqué avec rigueur. On doit, c'est-à-dire vivre avec le coronavirus. C'est-à-dire, c'est une pandémie qui existe, qui va exister pour un certain moment. Maintenant, aux Algériens, aux sportifs, de vivre avec ce mal. C'est-à-dire en prenant les précautions nécessaires. Maintenant, il faut prendre des décisions. Le mouvement sportif national ou le secteur du ministère de la Santé, conjointement, et on trouvera la solution qu'il faut pour faire marcher un petit peu la préparation de nos athlètes. Parce que ce n'est pas possible de rester à ce que la préparation soit stoppée à cause de cette pandémie. Alors qu'on constate que dans d'autres pays, ça marche. Ils ont pris les mesures, que les choses évoluent, même dans les pays voisins.
Donc, ils ont pris les athlètes en confinement pour continuer la préparation. Alors, donc, la vie continue et il faut continuer donc, sur pas mal de projets. Il y a les Jeux méditerranéens que l'Algérie organise en 2022. Et cette semaine, donc hier, le ministre de la Jeunesse et des Sports et donc la ministre déléguée chargée de l'élite, à savoir Mme Salima Souakeli, était à Oran pour donc, une visite d'inspection sur les avancées des préparatifs. Et donc des Jeux méditerranéens que nous voulons réussir. Et pour le moment, qu'en pensez-vous? Vous allez donner votre avis, bien évidemment, Monsieur Gemelich, sur les préparatifs de ces Jeux méditerranéens. Bon, les préparatifs, c'est une bonne chose de domicilier une manifestation aussi importante, mais la question qui se pose, quel est l'objectif de cette organisation? Est-ce qu'on a mis les moyens? Est-ce qu'on a préparé nos athlètes? Est-ce que les Jeux méditerranéens, c'est un objectif principal ou un objectif intermédiaire? Maintenant, reste à savoir les fédérations, comment ils se sont préparés. Chaque fédération Le a son comité objectif. olympique, comment il s'est préparé. Moi, j'ai assisté à une réunion avec 2016-2017, avant les Jeux africains de la jeunesse, et on a tracé un programme jusqu'à 2032. Et ça a été présidé par Si Mohamed Baghdadi. Il y a un groupe d'enseignants-chercheurs, à savoir Nabil Mimouni, Saleh Hazaki, d'autres collègues, et on a tracé un programme jusqu'à 2032. Les Jeux africains de la jeunesse étaient un objectif intermédiaire. Et le comité olympique dans le temps a préconisé la médaille d'or. Nous, avec l'expertise, on a démontré qu'on ne peut pas avoir la médaille d'or conformément quand on constate que l'Égypte se prépare et elle va obtenir la médaille d'or. Nous avons proposé à ce qu'il soit la deuxième place. Les Jeux africains seront un objectif intermédiaire et les Jeux méditerranéens aussi pour arriver aux Jeux olympiques. Ça n'a pas été concrétisé. Le travail a été fait théoriquement, mais il n'a jamais été pris en charge. C'est notre péché mignon, hein, on a l'habitude de faire ça. Voilà. Donc, mais pour parler des Jeux méditerranéens, il faut se préparer, il faut tirer profit. Quels sont les bénéfices? Qu'est-ce qu'on va tirer comme profit? Je cite par exemple un élément très simple. On organise des Jeux, il va y avoir des pays méditerranéens qui vont participer. Quel est l'apport scientifique? La participation scientifique. La seule commission, sous-commission, on peut dire sous-commission scientifique, elle n'a jamais été, elle n'est pas créée. Moi, je me pose la question. Mais quand on voit au plan de la réglementation, le décret concernant l'organisation de ce genre de manifestation, il y a la commission culturelle. Est-ce que c'est un monde du sport ou de la culture? Moi, je ne suis pas contre la culture. La culture, c'est l'animation, c'est la cérémonie d'ouverture, la cérémonie de clôture. Mais où est la science? Où est la science? C'est-à-dire, il faut faire des tests, il faut faire des observations, il faut faire des analyses pour qu'on puisse, bien sûr, des études. Un congrès scientifique se prépare au minimum 1 an à 2 ans avant. Et en sachant que juste après les Jeux méditerranéens, il y aura les Jeux de 2024 à Paris. Tout à fait. Maintenant, les cadres algériens, comme l'a si bien dit Khoya Nordine, les cadres algériens, c'est cet espace où ils peuvent s'exprimer, faire des études, faire des analyses, des observations, pour dire est-ce que telle discipline ou telle discipline est dans le bon chemin. On peut avoir des résultats ou non. On peut orienter, on peut informer ou proposer à ce que cette discipline s'oriente vers la formation, vers le développement, vers le sport de haut niveau. Donc c'est un travail bien réfléchi. Donc une stratégie. Vous parlez donc il y a lieu que le scientifique intervienne, parce que c'est le monde du sport. Et avec la culture. Mais quand on constate que le scientifique est exclu, c'est grave quand même. C'est le sentiment d'exclusion. Je crois qu'il a mis le doigt dans le rouage. Je vais mettre un petit peu de l'eau dans son ben, comme on dit. Sur le journal officiel, la commission scientifique des Jeux méditerranéens existe. J'ai des noms. J'ai des noms de gens, de cadres du sport, qui sont dans la commission scientifique, et c'est écrit sur le journal officiel algérien. Ils n'ont jamais été sollicités. Ils n'ont jamais été approchés. On voit des réunions du comité d'organisation des Jeux méditerranéens. On voit beaucoup de gens autour. On voit que le ministre se déplace, les deux ministres se déplacent, qu'on nous montre des installations et tout. Mais
la véritable cellule, celle scientifique dont vous parlez, qui doit nous aider à progresser, Tout à fait, oui. qui doit faire des analyses, des recherches sur ce qu'on attend, sur ce qu'on va avoir, sur beaucoup de choses, n'a pas été approchée jusqu'à présent, alors qu'elle doit être une cellule très importante. C'est la première étape. Et non, je vais éclaircir quelque chose. Les Jeux africains, moi j'ai participé et j'ai proposé lors des Jeux africains de la jeunesse. J'ai présidé la sous-commission. Celui qui était responsable de la sous-commission, c'est un truc de la culture. Alors dans le décret, c'est pas mentionné commission scientifique, c'est mentionné commission culturelle. Et c'est là le dysfonctionnement. C'est là où le bas blesse. Bien sûr, il faut rectifier. Non, il faut laisser la commission culturelle. C'est une bonne chose. Il faut faire la culture. C'est important pour le tourisme, etc. C'est un accompagnement. C'est un accompagnement. Mais de là à exclure ou à oublier le côté scientifique, quand est-ce qu'on va travailler nous? Quand est-ce qu'on va faire des analyses? Et c'est pour le bien du sport algérien. Pour détecter est-ce que le jeune algérien, le sportif, a des prédispositions pour aller très loin. Est-ce que c'est un objectif principal ou intermédiaire? Les congrès scientifiques. Vous savez que nous avons 23 établissements d'instituts d'éducation physique. Nous avons plusieurs établissements qui dépendent du ministère de la Jeunesse et du Sport. Tous ces cadres, avec ces laboratoires de recherche, tous ces cadres, où ils vont mettre en application leurs connaissances? Alors qu'on voit sur le décret, la commission scientifique n'existe pas. C'est malheureux. Eh oui, bien, vous touchez un point sensible et vous avez le droit de revendiquer votre sort. En tout cas, la partie scientifique doit être considérée en première partie. Allez, on revient à cette visite du ministère de la Jeunesse et des Sports à Oran pour un petit peu à presque moins de 2 ans de la tenue des Jeux méditerranéens. On écoute cette fois-ci le ministre de la Jeunesse et des Sports et Madame Souakri, ministre déléguée chargée de l'élite sportive algérienne. Le taux d'avancement des travaux est très satisfaisant. On a procédé dernièrement au règlement des problèmes techniques et financiers. Oran sera à l'avenir, grâce à ces nouvelles infrastructures de haute qualité, un pôle d'excellence incontournable dans le domaine sportif. تؤهل مدينة وهران بأن تكون قطب امتياز رياضي وعن حق. إن شاء الله واجدة. Oran et toute l'Algérie sont prêts pour accueillir la 19e édition des Jeux méditerranéens. Nous nous efforçons pour préparer nos athlètes d'élite, ceux-là même qui représenteront l'Algérie lors de cet événement. Voilà, c'est ce qu'on espère réussir ces Jeux. Ça sera dans 2 années plus exactement. Ça sera donc un réel tremplin pour les Jeux olympiques, pas uniquement pour l'Algérie, mais d'autres nations, les nations fortes du bassin méditerranéen nord-est. Oui, mais il ne faut pas que ça reste seulement un espoir. Il faut passer à l'action. On entend ces derniers temps parler, donc oui, la reprise des entraînements pour ceux qui sont qualifiés pour les JO, pour ceux qui sont en voie de se qualifier, mais rien n'est encore intervenu. On a parlé d'une vidéoconférence que doit faire M. le ministre des Sports avec les présidents de fédérations. Mais ça reste toujours de la bureaucratie. Pourquoi ne pas accélérer les choses? Les athlètes sont là, ils attendent. Moi, je vois des athlètes. On a essayé de contacter des athlètes, toi et moi, pour essayer de voir où on sentit leur préparation. Ils sont tous indécis. Oui, on entend parler que bientôt la fédération va nous convoquer, la fédération va faire des stages. Oui, on entend, mais ils sont au courant de rien. Même les fédérations ne sont au courant de rien. Ils sont en train d'attendre le feu vert du ministère de la Jeunesse et des Sports. Mais le feu vert, il faut l'actionner depuis longtemps. Ça fait 4 mois qu'ils sont à l'arrêt. C'est déjà beaucoup. Les techniciens peuvent vous le dire. 4 mois d'arrêt, c'est une perte de temps énorme. Oui. C'est une perte de temps énorme. Donc, il faut arrêter avec ces discours de oui, on va. Il faut aller de l'avant. En tout cas, la Fédération algérienne de lutte associée, on va voir les images avec Faudel Nordine, a tracé un programme de stage et de regroupement pour les athlètes des équipes nationales qui préparent les prochaines échéances dans le tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques 2021 de Tokyo, prévu le mois de mars 2021 à Al Jadida au Maroc.
conformément aux recommandations du ministère de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec le comité scientifique de suivi de la pandémie de coronavirus et le Centre national de médecine du sport. La Fédération algérienne a programmé 3 stages de préparation à partir du 4 août prochain au niveau des centres de préparation de Suidania et de Tikjda. Donc reprise des entraînements le 4 août, monsieur Gemelich. Oui, pour les lutteurs. Pour les lutteurs, je peux dire beaucoup de choses sur la lutte, mais pour toutes les fédérations, au plan méthodologique, il y a une préparation. Il y a la préparation olympique, il y a le plan carrière. C'est-à-dire c'est malheureux de venir écouter aujourd'hui au comité olympique qu'on a remis des bourses ou bien au ministère dans 2 ans ou 3 ans, on va faire par exemple une participation, qu'il faut préparer des athlètes, comme l'a assez bien dit Foya Nordine, concernant un petit peu disons, il faut le dire franchement, le bricolage. Il est très important de planifier toutes les opérations et de mettre à la disposition, parce qu'on parle du sport de haut niveau. Le sport de haut niveau, on ne badine pas. C'est-à-dire qu'il faut mettre les finances, l'infrastructure, l'encadrement au minimum 4 ans avant. C'est le cycle le plus simple. Pas moi. Pas moi. Et puis, quand on parle du sport de haut niveau, alhamdoulilah, donc on a un responsable qui est à la tête du sport de haut niveau. Qui connaît le sport de haut niveau. Oui, qui connaît très bien le sport de haut niveau. Mais il y a lieu de le prendre en charge convenablement. Il y a 2 systèmes. Il y a 2 systèmes pour le sport de haut niveau. On parle du sport universitaire, du sport scolaire, mais non, on parle de 2 systèmes. Il y a un système de détection à la base du futur champion sur un plan carrière de 10 ans. Pour chaque discipline, ça dépend à quel âge il commence. Pour l'obtention de la médaille. La médaille, ça se calcule. Elle est calculée, la médaille. Elle est calculée comment? En matière de qualité d'encadrement, de financement, d'infrastructure, de qualité de stage, en quantité et en qualité. Ce hada, on ne le voit pas. Il est très simple obligatoire maintenant de mettre sur pied la commission d'expertise et d'évaluation des programmes qui existent dans la loi du sport. Et tout ça sur le plan théorique, on le sait. On le sait, mais elle n'est pas appliquée. Maintenant, toutes les fédérations qui se préparent comme ça, ils sont financées, en plus par le ministère, sont passées par une expertise. Non, je regrette. Avant qu'il soit, chaque fédération, ou bien au comité olympique, avant qu'il soit financé, il faut passer par une expertise et d'évaluation par des spécialistes hautement qualifiés. Là, c'est eux qui donnent l'autorisation, le cutus, au ministère de la Jeunesse et du Sport. Le ministère de la Jeunesse et du Sport vous a fait un directeur central, accompagné de 2 ou 3 personnes. Il ne peut pas être spécialiste dans tous les domaines. C'est à nous de valider et d'expertiser, puisque l'État nous a formés pour cela. Il faut que le ministère mette, puisqu'elle existe au niveau de la loi. Pourquoi ils ne la mettent pas en application? Moi, je termine avec ce commentaire. Le spécialiste peut savoir si on peut atteindre l'objectif, le pronostic ou pas. Ça va permettre à l'Algérie d'économiser de l'argent et des efforts. Et de ne pas partir dans des objectifs flous. Bien sûr, de ne pas partir de... Et puis maintenant, si le ministère a la bonne volonté de relancer le sport, il y a lieu de revenir, de faire un état de lieu, de faire une étude comparative avec toutes les manifestations qui ont été réalisées, là où ça bloque, là où ça a réussi, et permettre au cadre du sport de donner son point de vue et au ministère d'appliquer. Ce n'est pas au cadre du sport d'appliquer ce que les instructions administratives. Non, c'est l'inverse. C'est à nous d'éclairer le ministère, d'éclairer pour que les finances du contribuable partent dans le bon endroit et permettent à l'Algérie d'être placée dans les instances sportives internationales conformément à une stratégie adéquate. Là où nous sommes absents. Là où nous sommes pas absents, il y a énormément de dysfonctionnements en matière de diplomatie sportive internationale. Des dysfonctionnements qui ont été analysés, étudiés avec des chiffres et des données réelles, oui. Des données réelles, mais jamais à ce jour cette étude n'a été valorisée. Et avec des propositions très concrètes pour permettre à l'Algérie d'être au niveau international, d'être respectée et permettre aux générations futures d'être mieux représentées au plan international. Malheureusement, aujourd'hui, les autres pays nous ont dépassés. Et on va aller au pire.
l'Égypte, le Maroc, la Tunisie ont des structures, ont des stratégies et ils sont en train de s'accaparer de l'Afrique, et même au niveau international. Au moment où Nordine Hani, à chaque fois, le bon Dieu nous donne de belles occasions pour relancer le sport algérien. Ne trouvez-vous pas que les Jeux méditerranéens de 2021 pourraient être une aubaine pour assainir la situation du sport algérien? Ça pourrait être une aubaine si on suit toutes les recommandations. Tout le monde a fait un constat que le sport algérien est devenu malade. Quand on fait un constat, on ne doit pas s'arrêter au constat. On doit trouver des solutions. On doit préconiser des choses. Or, les gens qui sont censés préconiser des choses, donner des solutions, sont écartés. On revient toujours au même discours. C'est la raison qui nous empêche de dépasser le stade du constat. Mais bien sûr, quand je vous ai parlé de Covid et des médecins et des infirmières qui, eux, savent comment gérer ça, eh bien, écoutez, ça s'applique au sport. Le secteur de la santé, qui était un petit peu amorphe, a repris, et maintenant tout le monde a compris qu'il fallait donner les moyens au secteur de la santé. Cette pandémie a permis au moins ça, et bien qu'on comprenne un peu qu'il ne faut pas s'arrêter uniquement aux constatations et puis attendre des discours, on va faire. Mais personne ne peut faire. C'est les chercheurs qui ont été formés par cet État. L'État, quand il a formé des chercheurs, quand il a formé des conseillers de sport, quand il a formé des techniciens, des éducateurs. C'est pour en bénéficier. C'est pour en bénéficier, c'est pour tracer une voie. Pourquoi maintenant on les abandonne et on essaie de trouver des solutions? Personne ne trouvera la solution. Là, vous êtes en train de parler d'organisation et un petit peu pour sortir un petit peu du sujet, l'une des fédérations qui est bien organisée, vous allez certainement être d'accord avec moi, Nordine Hani et M. Gemelich, c'est la fédération de Vovina Vietvodar avec M. Djouedj qui a fait un très bon travail ces 10 dernières années pour faire connaître cette discipline. Eh bien, au niveau de cette fédération, on est en train de bien gérer cette crise sanitaire avec des visioconférences, avec des séances d'entraînement où l'arbitrage également n'a pas été oublié. Commentaires, messieurs? Bon, non, concernant la fédération, il utilise les nouvelles technologies. La visioconférence, il s'est adapté. Chose que notre secteur doit être en mesure de diversifier et de ne pas rester toute cette période inactive. La visioconférence est plus que nécessaire aujourd'hui. Maintenant que les contacts entre fédération, comité olympique, DGIS, ministère, les nouvelles technologies ne sont pas vraiment très bien développées. Par exemple, l'association des entraîneurs de football, on a tout le temps utilisé la visioconférence à distance et on est en train de former, d'orienter, de structurer et ça a réussi. Donc il faut élargir ce genre d'activité à toutes les instances sportives. Et puis à la Belk, c'est un petit village, hein. Le confinement, tu es protégé et ça ne t'empêche pas de faire une conférence, de faire une formation en continu. Et avancer surtout, ne pas s'arrêter pendant 4 mois. Bien sûr, ce qu'il est en train de faire le Vauvietnam. Monsieur Djouedj. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Donc il faut pas s'arrêter, il faut continuer. Donc il a parlé de vidéoconférence, c'est très important. Il y a même une fédération, là où Achouri Salim est DTN de sport de combat, qui ont organisé des compétitions de kata par vidéoconférence. Ils ne sont pas arrêtés. J'en parlais avec lui dernièrement, il m'a dit, bon, vous n'êtes pas au courant. J'ai dit, il faut bien que tu nous en parles, on parlera de ça. Ils ont fait un championnat africain ou un championnat d'Afrique de kata par vidéoconférence. Qu'est-ce qui les empêche? Chacun dans son pays, les juges sont là, il y a des caméras, et ils sont en train de faire leur kata, ils sont notés, et c'est une compétition qui ne s'est pas arrêtée. Voilà un exemple frappant. Donc il faut toujours ne pas s'arrêter. C'est ça. L'arrêt, c'est la pire des choses pour le sport en général, hein, et pour le sport algérien en particulier. Il ne faut jamais s'arrêter. C'est une perte de temps énorme. Voilà.
Pour le Vovinam, on change de discipline cette fois-ci pour parler d'équitation et puis plus spécialement de la prise en charge des chevaux et tous les centres équestres, à l'image du centre équestre de Ain Taïa. Walid Yousfi s'est déplacé à Ain Taïa pour nous revenir avec ce très beau reportage. Ça coïncide avec la période de confinement et donc au niveau du centre, on s'est bien adapté. À l'arrêt, depuis le début du confinement, ces chevaux commencent à perdre un peu de leur forme. Nous sommes dans un club équestre situé à Ain Taïa, à Alger, et ici, les coachs et l'ensemble du personnel font de leur mieux pour entretenir les chevaux en pension. Des animaux qui demandent beaucoup d'attention. Je suis en train de nettoyer la jument, c'est le nettoyage quotidien avant de la montée. Ou la chia, soit une douche. Là, on va commencer à le remettre dans le travail. Un travail de musculation, surtout d'assouplissement au début et de mise en souffle pour qu'il ait assez de souffle pour pouvoir travailler, pour qu'il puisse nous donner ce qu'on lui demande. L'entretien des chevaux se passe comme d'habitude, à part que les chevaux, on n'avait pas le droit de monter les chevaux pendant 2 mois. Donc ils étaient à l'arrêt. On les lançait en liberté, c'était des soins, des brosses, des massages, des douches. Entretenir à cheval sans le monter, c'est assez difficile car c'est des athlètes, ils doivent se muscler, s'assouplir, travailler, sauter, c'est des sauteurs, c'est des chevaux d'obstacles. Le club est fermé au public depuis le début de la crise sanitaire. Seuls les propriétaires des chevaux ont le droit d'y accéder, ce qui leur permet de bichonner leurs animaux. Donc ça fait 1 heure. Après le travail, bien sûr, ils me douchent l'eau. De 1, pour qu'ils se relaxent. Des massages, les fécondants pour qu'ils se relaxent. Et bien sûr, pour le laver, pour qu'il soit propre et qu'on allait toute la journée et tout. Pour me protéger, bon, avant de venir, bien sûr, on prend une douche. On a des douches ici, on prend des douches, on met le gel, on met le masque. Et puis voilà, on lave souvent la tenue, notre tenue du cheval, la selle, le filet et tout, on les lave et puis voilà. Et à la sortie aussi, on prend notre douche, on met le gel et on... Conjoncture sanitaire oblige, la question revient très souvent. Est-ce que le coronavirus se transmet de l'animal à l'homme? On a fait des recherches, on a demandé aux vétérinaires et aux spécialistes. Tous confirment que la maladie du coronavirus n'est pas transmissible du cheval vers l'homme. Et vice-versa aussi. Et vice-versa aussi. Un soulagement pour la famille équestre. Les cavaliers et les coachs du club peuvent continuer à prendre soin de leur monture en attendant le retour à la vie normale. Inch'Allah, un retour rapide à la vie normale. On vient de voir des initiatives personnelles à encourager, mais ça doit constituer des cursus de formation au niveau Bien sûr, des ministères concernés. Des infrastructures pareilles, ça nécessite une formation. On doit parler du métier du sport, oui. Une infrastructure de la maintenance. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Pour ne pas diversifier les efforts du secteur, ministère de la Jeunesse et du Sport, vous avez une école supérieure, vous avez un encadrement, vous avez une infrastructure, mettre tous les moyens, et cet établissement va devenir une plaque tournante. Nous avons des compétences au niveau de cet établissement, cette école, la seule école. Et connaît très bien un petit peu le parcours de cet établissement, Khoya Nordine. Donc, nous avons vécu avec les Allemands, avec les Cubains. Donc, il y a un potentiel de compétences extraordinaires. Maintenant, il faut mettre les moyens dans cet établissement pour permettre la formation des métiers du sport. C'est-à-dire, à partir de celui qui répare le vélo, jusqu'à la voile, jusqu'à le plombier pour les piscines. Comme la dernière fois, le ministre a parlé de 7 ou un grand nombre de piscines qui sont fermées. Le pourquoi? Parce que nous n'avons pas de ressources humaines qualifiées. C'est très simple de faire une convention avec le ministère du Travail et le ministère de la Formation professionnelle, déterminer un petit peu toutes les spécialités, tous les métiers, hein, y compris le métier de stadi. Vous savez que le stadi, au niveau du secteur du football, il a un plan d'études d'1 année.
يقرأ la gestion des conflits, la communication, le droit. On ne peut pas former un stade comme ça et trouver un ancrage juridique pour l'indemniser. Maintenant, les métiers du sport, en France, ils dépassent les 200. Et les métiers du sport sont déterminants dans l'obtention de la performance. Parce que ça gêne quand il y a un entraîneur qui, en natation, ou la voile, ou la plongée sous-marine, ou le cyclisme, oui. Eh bien, si tu n'as pas l'encadrement, c'est-à-dire qui t'accompagne dans la réparation adéquate, il entrave un petit peu la performance. Prenons l'exemple, le thème d'actualité, les terrains de football. Ouais. Pourquoi on a un problème de terrain de football? Parce que les gens ne connaissent pas comment entretenir le gazon. Il faut mettre un spécialiste, il faut former ce spécialiste et lui donner... le statut d'abord. Non, mais la réglementation, elle existe. Tu prends par exemple la formation à temps partiel. Nous avons formé uniquement la filière entraînement. Mais nous avons la filière organisation, la filière gestion, qui dispense, qui peut te permettre de te donner le diplôme de premier, deuxième, troisième degré. Pourquoi pas ne pas former dans le plan de l'organisation et de la gestion, puisque ça existe. C'est pour accompagner, pour mettre sur le même piédestal. La filière entraînement, on commence à former un petit peu timidement, mais la filière organisation, gestion, le dispositif réglementaire, il existe, mais on n'a jamais formé. Là, vous êtes, M. Gemel, c'est intéressant ce que vous dites. Juste un exemple pour illustrer ce qu'il est en train de dire. Vous m'avez chargé cette semaine de contacter Hamza Boras, oui, notre champion de voile, qualifié aux Jeux Olympiques de Tokyo. Suite à la décision. Donc. Absolument. Et donc, j'ai contacté Hamza Boras pour essayer d'aller le voir. On s'était donné rendez-vous pour le samedi, pour aller faire avec lui un entretien et voir ce qu'il en était de ses entraînements. Il m'appelle le vendredi pour me dire « Cheikh, ce ne sera pas possible parce que le moteur du bateau qui l'accompagne est en panne. » Regardez, qu'est-ce que c'est qu'un moteur? Et donc, s'il y avait ces gens-là, le moteur, il ne serait jamais en panne. Et donc, il rate ses entraînements, il rate tous un champion qui va aller faire les Jeux Olympiques à cause d'un petit moteur. C'est peut-être l'athlète qui va réparer le moteur. Oui, l'athlète ou l'entraîneur. C'est-à-dire laisser le haut niveau pour préparer un athlète de haut niveau pour les Jeux Olympiques, il doit réfléchir uniquement à l'entraînement. C'est-à-dire tout ce qui accompagne cette préparation, c'est à la charge de l'encadrement, y compris la préparation du matériel qui est nécessaire dans l'obtention de la performance. Malheureusement, c'est pas... J'étais en train j'allais poser une question qui me paraît importante. Vous êtes en train d'étaler vos connaissances qui sont basées d'ailleurs sur une longue formation puisque l'État algérien a misé sur vous. Nordine Hani le fait depuis 2012 également. Est-ce qu'il n'y a pas ce sentiment qu'il y a un décalage entre la partie scientifique et la partie application sur terrain? Non, je ne dirais pas un décalage, c'était l'ignorance carrément. C'est-à-dire... Autant que ça. C'est-à-dire le monde entier. Donc, dans un certain nombre de pays, tu vois le Japon, le Japon a évolué. Mais un douche des richesses comme l'Algérie. Mais il a fait appel à la science, il a fait appel à l'intelligence. Si on ne fait pas appel à l'intelligence, à la science, l'Algérie, dans le monde du sport, ils ne peuvent pas aller loin. Donc, tôt ou tard, ils vont revenir vers cet encadrement. Cet encadrement qui a été formé par l'État, très cher. Et cet encadrement qui est en train de faire le bonheur du sport à l'étranger, n'arrive pas à trouver sa place au niveau du mouvement sportif national. Il y a des problèmes. Les problèmes sont connus. Les problèmes sont d'ordre structurel, d'ordre réglementaire. Relationnel. D'ordre relationnel. Donc, à charge à l'État de mettre les dispositions réglementaires pour permettre au cadre algérien d'évoluer tout à fait normal, de faire son travail. On ne demande pas l'impossible. Vous avez un établissement, vous avez des compétences, il faut leur demander des comptes. Il faut leur demander un programme d'objectifs. Mais ce n'est pas le cas. Chacun est en train d'évoluer en solo, hein, oui. Mais l'essentiel, c'est de travailler en commun. Le ministère de la Jeunesse et du Sport, le comité olympique, les fédérations et l'établissement.
l'établissement qui regorge de cadres du sport très compétents. Je citerai un certain nombre de disciplines. Tu prends le karaté, un Hachi Zoubir qui est excellent et qui n'a pas de contact avec la fédération. Tu prends d'autres disciplines, en lutte kif-kif, en football, en basketball, en gymnastique, en athlétisme. L'établissement peut devenir un véritable laboratoire de formation de matière grise. À charge au ministère. Tu peux faire une roulade, tout ça le ministère. Roulade d'avant, on a fait la fédération, on a fait le comité olympique. Et on n'arrive pas à nous entendre, à créer cette cohésion pour l'Inter. Parce que l'Algérie d'aujourd'hui n'a pas le droit à l'erreur. L'Algérie d'aujourd'hui, il faut faire des changements, il faut aller vers le changement. Besoin de force. Elle a besoin de force pour l'obtention de résultats, et nous l'avons fait en matière de diplomatie sportive. Nous avons fait des propositions extraordinaires qui vont permettre de changer le véritable visage, donner le véritable visage du sport algérien. Votre combat, il est souvent écouté, mais il n'y a pas d'application sur le terrain. Depuis 2012, Nordin Hani défend sur ce même plateau donc, les techniciens algériens dans différentes disciplines. Dernièrement, il a dit haut et fort que les techniciens ne sont pas pris en considération puisqu'ils n'existent pas, ils ne sont pas membres de l'Assemblée générale, et c'est une réalité, et ça a été mal compris. Votre message, ce n'était pas certainement de toucher tous les techniciens, bien au contraire, c'était de les défendre. C'était de les défendre. Moi, je pense que celui qui a dit ça, donc on ne va pas citer qui c'est, donc quelle discipline c'est, mais on a dû lui dire, ou alors il l'a écouté d'une autre manière. Moi j'ai dit, et il va être là pour me dire oui ou non, moi j'ai dit que les DTN en ce moment, Khodra, Fogacha, au niveau des fédérations, je n'ai pas parlé de leurs compétences, et je n'ai pas cette prétention ou l'indécence de parler de mes collègues cadres comme moi, ils ont été formés comme moi. Je me remettrai en cause. Je dis qu'on a des compétences, mais qu'au niveau de leur fédération, ils ont les mains liées. Ils ne peuvent décider de rien. Pas toutes les fédérations, mais... La plupart des fédérations. Pourquoi? Parce que les fédérations ont des intérêts autres que le développement de la discipline. Or, le DTN doit avoir un intérêt pour sa discipline. Ou il continue, ou il quitte. Il quitte pour aller où? C'est son gagne-pain. Il se tait, il scoute, il reste à sa place. Je n'ai jamais remis en cause l'intégrité ou la compétence des cadres du sport. Au contraire, je suis celui qui les défend le plus. Et j'ai même payé. Et les archives sont là pour J'ai payé de ma personne. J'ai été jusqu'à ma retraite sans avoir, étant première promotion de l'ISTS. J'ai jamais eu un poste de responsabilité à cause de ma langue. Et c'est pas maintenant, après ma retraite, que je vais me retourner ma veste et je défendrai toujours mes collègues cadres. Et je dis à celui qui a dit ça qu'on lui a mal expliqué. Et la plupart des techniciens sont d'accord avec vous. Qu'on lui a mal expliqué et que si je continuerai à dire, donc on ne remettra pas le cadre à sa juste valeur, qu'on lui donnera le moyen de montrer ce qu'il sait, de montrer ce qu'on lui a appris, de montrer ce que l'État algérien a tout fait pour lui, il restera Khodra Fogacha. Et le sport restera sport et le show restera... J'aimerais bien avoir votre avis. Rapidement. Tout à fait d'accord. L'essentiel que le cadre algérien, le cadre du sport, dans sa famille, il a une voix consultative. Et ça, c'est aberrant. En principe, le premier mot, dans le domaine technique, ça revient au cadre du sport, aux techniciens, aux directeurs techniques. Ouais. Le président de fédération, les membres du bureau ont d'autres missions. Mais dans la réalité d'aujourd'hui, c'est tout ce qui est administratif, c'est les gestionnaires qui prennent le dessus parce qu'il est à la merci. Le cadre algérien, le cadre du sport, il est à la merci du membre du bureau, il est à la merci du président de la fédération. Parce qu'il ne fait pas partie de l'Assemblée générale. Il peut le mettre, il peut le dégommer facilement. Si tu m'aides pour la reconduction dans ma campagne électorale, moi je propose, la proposition suivante, c'est de faire une classification des cadres et des entraîneurs et qui dépend d'une réglementation précise là où le président ne peut pas intervenir. Comme ça se faisait avant. Voilà. Les cadres étaient désignés par le MJS avant. C'était pas les fédérations. Les fédérations faisaient des propositions. C'était le MJS, puisque c'était ses cadres à lui. C'est lui qui paye les cadres. C'est pas les fédérations qui payent les cadres.
Mais maintenant, on a mis ce système. Mais ils ont supprimé cette proposition d'intégrer des cadres, des spécialistes hautement qualifiés dans l'Assemblée générale et dans le bureau. Et c'est malheureux. Et même y compris le niveau universitaire, ils l'ont enlevé. En tout cas, on aura l'occasion d'y revenir, Inch'Allah, dans nos prochains numéros. Cette fois-ci, on va suivre de belles images du sport international qui nous sont résumées donc, par Sid Ahmed Bouraïb. C'est dans un contexte de crise sanitaire que s'est tenue par visioconférence la 136e session du Comité international olympique. Parmi les sujets du jour figurent les rapports de la commission d'éthique, du comité d'audit et de la commission des finances. Il a été aussi décidé du report des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2022 jusqu'en 2026, suite aux demandes formulées par les autorités sénégalaises. Les comités d'organisation des prochains rendez-vous olympiques, notamment Paris 2024 et Los Angeles 2028, sont revenus sur l'état d'avancement des préparatifs et les progrès accomplis au cours des derniers mois, et ce malgré les enjeux liés à la pandémie de Covid-19. Alors que celui de Tokyo 2020 a encore une fois confirmé la disponibilité de tous les sites retenus, ainsi que le calendrier des compétitions. La session du CIO a également élu 5 nouveaux membres, dont 2 vice-présidents, alors que le président en exercice, l'Allemand Thomas Bach, a annoncé qu'il se portera candidat pour briguer un deuxième mandat. Pas de foule cette fois-ci à la Plaza de Cibeles où les joueurs du Real Madrid avaient l'habitude de venir fêter les titres avec leurs supporters. Mais la pandémie de Covid-19 n'aura pas pour autant empêché les Madrilènes de célébrer le triomphe de leur club en championnat tout en respectant les consignes de sécurité. 34 Ligas désormais pour les protégés de Zinedine Zidane. Mais la saison n'est pas totalement terminée et les coéquipiers de Karim Benzema devront très vite replonger dans le bain des préparations pour essayer de passer l'écueil de Manchester City en 8e de finale de la Ligue des Champions. Et pourquoi pas décrocher une 14e couronne européenne. Lewis Hamilton aura vécu un dimanche après-midi bien tranquille sur le Grand Prix de Hongrie. Insolent de facilité, le pilote britannique qui a aussi signé le record du Tour signe sa 8e victoire sur le circuit et égale ainsi le record de Michael Schumacher. Il prend également la tête du classement général. La gestion a été très bonne. On avait un très bon rythme aujourd'hui et une très bonne stratégie, a-t-il déclaré. Parti à la faute dès le tour de mise en grille sur une piste humide, Max Verstappen a pu compter sur le travail rapide, net et précis de ses mécaniciens pour être en mesure de prendre part in extremis au Grand Prix, qu'il a débuté en 7e position et terminé à la 2e place, derrière l'intouchable Hamilton. Valtteri Bottas termine 3e, alors que le quadruple champion du monde Sébastien Vettel ne termine que 6e. Après 3 grands prix consécutifs, les pilotes de Formule 1 vont à présent pouvoir souffler un peu, avant de reprendre la direction de Silverstone, où se dérouleront les 2 prochaines courses, les 2 et 9 août prochains. L'Autrichien Dominic Thiem, 3e au classement ATP, a remporté ce week-end un tournoi de préparation qui s'est déroulé dans un hangar d'aéroport près de Berlin en venant à bout en finale du jeune Italien Yannick Sinner par 2-7-0. L'ancien numéro 2 mondial et l'un des organisateurs du tournoi, l'Allemand Tommy Haas, tombé en demi-finale face au futur vainqueur, n'a pas pu participer au match de classement pour la 3e place, ayant contracté une blessure au mollet, à la grande déception des fans du vétéran de 42 ans. Chez les femmes, c'est la Lettonne Anastasia Sevastova qui s'est imposée face à la Tchèque Petra Kvitova, alors que la 3e place est revenue à l'Allemande Andrea Petkovic. À l'arrêt depuis mars, le circuit devrait faire son grand retour à Palerme le 3 août pour la WTA et à Washington le 14 août pour l'ATP. C'est Fabio Quartararo, 21 ans, a frappé un grand coup en remportant le Grand Prix d'Espagne, le premier de la saison. Parti en pole position mais plutôt prudent au départ, il s'est vite retrouvé relégué à la 5e place. Mais le jeune pilote a remonté ses adversaires les uns après les autres pour prendre la tête au 6e tour et ne plus la quitter. Le sextuple champion du monde de MotoGP Marc Marquez a lui chuté à quelques tours de l'arrivée.
C'est le meilleur moment de ma vie. Je ne réalise pas encore, a déclaré le pilote tricolore après ce premier succès. Le Français va se poser en sérieux prétendant au titre de champion du monde lors de cette saison qui englobera 13 courses en 5 mois. Voilà, on vient de voir ces belles images que nous a proposées Sid Ahmed Bouraïb. Là, M. Gemelich, on est très dans une autre sphère. Hein. Ah oui, c'est une autre sphère, carrément. Hein. Finalement, le sport, c'est un spectacle. C'est un spectacle, c'est une économie, c'est du tourisme, c'est une culture. Tout est à l'intérieur. On est vraiment loin de ces images. On est très loin, bien sûr. Moi, j'étais membre Moi, j'ai eu une expérience à l'étranger. Moi, j'ai fait des études en Allemagne, à Leipzig. Et j'étais membre de l'Association internationale de matériel d'équipement sport et loisirs. Cette association, l'IAKS, elle est membre consultatif au niveau des Nations Unies et reconnue par le CIO. Chaque année, il faut un congrès international. Là, les infrastructures d'équipement sport et loisirs de pointe, d'actualité, sont présentes. C'est-à-dire tous les bureaux d'études assistent à ce congrès à Cologne. Et tu perçois, l'affiliation a, je crois, 1000 francs en français, si je ne me trompe pas. Et tu reçois chaque trimestre une documentation avec des plans, etc. Toutes les infrastructures modernes. Si tu as un problème en Algérie, la piscine, le stade, le tennis, tu es à jour. Qui peut devenir membre? Moi, j'étais membre parce qu'avec mes contacts personnels, mais c'est la direction de la planification qui doit être membre pour connaître les nouveautés au niveau mondial. La mise à jour. Bien sûr, les nouveautés au niveau mondial, d'être à jour, de comprendre les trucs techniques. Et parce que quand tu construis des infrastructures importantes comme les stades de football ou bien des piscines, ça coûte cher à l'État. Ouais. On n'a pas le droit à l'erreur. Donc il faut être informé. Voilà, vous avez une institution qui est reconnue par le CIO, membre consultatif des Nations Unies. Tu peux participer à un congrès, au lieu de ramener des architectes, des bureaux d'études qui ne connaissent pas un petit peu le métier du sport. Voilà une institution fiable. Hein, et c'est pour cela que les autres pays nous ont dépassés. Les infrastructures, ça se démonte maintenant. Ils construisent des stades très importants et qui se démontent, ils peuvent les déplacer. Ouais. Donc il y a beaucoup de nouveautés au niveau international. Les stades de football, par exemple, pour lutter contre le phénomène de la violence, vous savez, maintenant en Chine, etc., il y a des stades qui tournent sur eux-mêmes. À Pékin, il y avait plusieurs salles. Voilà, le stade, la rencontre terminée, hop, les gradins, le spectateur se retrouve déjà vers l'extérieur. Là, si on veut lutter contre le phénomène de la violence, il faut adapter les infrastructures pour éviter qu'il y ait des débordements en matière d'infrastructure. Et puisque vous parlez d'infrastructure, et là on redescend sur terre et on revient en Algérie, et là on va faire passer un sujet qui est toujours d'actualité, un reportage qu'on a réalisé en 2017 dans une ville qui est censée être une ville de sport, la ville de Rouiba, puisqu'il y a beaucoup d'industriels sur place mais qui ne mettent pas la main à la pâte pour aider le sport. On a réalisé un reportage sur l'équipe de basket de Rouiba qui avait à l'époque décroché 4 coupes d'Algérie chez les jeunes et une accession chez les seniors messieurs. Eh bien, rien n'a bougé aujourd'hui. Vous allez voir comment il y a un grand engouement pour le basket dans cette ville, mais l'accompagnement ne suit pas. Reportage. Une saison vraiment particulière pour la jeune association Rouiba Club Basketball. Accession au plus haut palier pour les seniors garçons et présence en finale de Dame Coupe pour les minimes filles et garçons et cadettes filles. Et après un discret et long travail élaboré par les formateurs et anciens joueurs issus du quartier, les résultats n'ont pas tardé à se manifester. En l'espace de 3 ans, on a pu réaliser ce que pas mal d'équipes espèrent réaliser, c'est qu'on a 6 joueurs, que ce soit 6 à 8 joueurs, que ce soit filles et garçons en équipe nationale. On a accédé en senior avec notre équipe locale, on peut dire tous crus de Rouiba, 3 accessions consécutifs. Et certes, ça a été difficile pour nous. C'est grâce aux entraîneurs, encadrement et les gens bénévoles qui ont pu faire que cette équipe, aujourd'hui, elle joue sur tous les fronts. Et ce sont les seniors garçons qui représentent la vitrine du club, un groupe solide qui a gravi les échelons, assurant 3 accessions successives pour atteindre le plus haut palier.
Alhamdoulilah, on a tracé des objectifs avec l'ensemble du staff. Donc le premier objectif c'était de retrouver l'élite, la super division. Alhamdoulilah, chose faite, donc le plus difficile c'est de se maintenir en super division. C'était le principal objectif lors de la création de cette association en 2013. Et alhamdoulilah, on a parvenu à atteindre notre but. Les seniors se sont certes illustrés cette saison, mais la première vocation du club reste la formation et à ce niveau, la compétence existe. عندنا هدف تاعنا رياضي وعندنا هدف تاعنا ماشي غير فوق الرياضه اللي هو تربوي نحوسوا نعلموا الطفل تاعنا ماشي غير كره سله حوايج واحد اخرين سوا ديزون في العائله تاعو ولا اي عفسه. حنا الهدف تاعنا انه نخرجوا اكبر عدد ممكن من اللاعبين ذو كفاءه عاليه يوصلوا ان شاء الله للمنتخب الوطني. On est tombé sur un groupe qui aime le basketball. Voilà, le secret c'est que nous on n'a pas eu la chance. On a été ailleurs pour apprendre. Là aujourd'hui, il y a une très belle génération d'entraîneurs issus du club, voilà, tels que Belhossein, tels que Radiq Dorcherif, tels que Farouk Ansi, tels que voilà. Et ces enfants, peut-être ils ont eu plus de chance que nous. On est là pour eux. Il y a un très bon groupe qui travaille au niveau de ce club. C'est des anciens joueurs et des cadres de sport. Alors automatiquement, il y a un travail planifié et Inch'Allah, il donnera ses fruits Inch'Allah cette année, à partir de cette année. Et quand il y a de bons pédagogues, les enfants trouvent leur compte. Je m'appelle Sarah, ça fait 4 ans que j'ai commencé le basket. Au début, c'était juste une passion comme ça et maintenant, je me sens comme si c'était ma deuxième famille et je pourrais jamais arrêter. نشكر les entraîneurs تاعي علموني مليح حياتي كاملة عندي 3 سنين نلعب وإن شاء الله نولي من أفضل اللاعبين في الجزائر. Je m'appelle Norhan, j'ai 11 ans. J'ai commencé le basket il y a 4 ans parce que ma mère elle faisait du basket. Et quand j'ai rentré, ça m'a beaucoup plu et j'ai terminé. نسيم جماعي سكون في الويبا نلعب في كلوب تاع باسكت شيخ كلوب مليح لي زونطرينور ملاح شيخ مع الاول دخلت خويا قلت سبور يعيي قلت ماشي تاع سبور تاع رجال مع الاول دخلت نيت نلعب شيخ وحسيت شيخ باللي مشي تاع البنات تاع تو كاتيجوري شيخ. Le basket est un sport collectif, mais cela n'empêche pas des individualités à s'illustrer. Je m'appelle Mariam Sadawi, j'ai 17 ans. J'ai commencé le basket à l'âge de 7 ans, 8 ans. La Rouiba, c'est la première fois qu'on est en finale. Inch'Allah, on mérite d'être en finale. Enfin, on mérite d'être en finale. Inch'Allah, Ndiboua pour la première fois. Je m'appelle Saïla Nassima, j'ai 13 ans. نلعب بيفو في équipe de Rouiba, RCB. عندنا لا فينال جمعة جيافكا قبة. إن شاء الله احنا ندوها إن شاء الله. Rouiba Club Basketball est aussi un réservoir de l'équipe senior dames qui ne va pas tarder à voir le jour. L'objectif normalement de Rouiba, c'est pour construire une équipe senior filles, Inch'Allah. Parce que vous savez qu'actuellement on a presque 3 équipes et il y a les 2 catégories juniors et cadets qui ont été éliminés en demi-finale. Alors, mais un travail qui se fait à long terme. On espère, Inch'Allah, on va essayer quand même d'avoir des résultats satisfaisants à l'avenir. Alors que les autres sports sont en hibernation, le basketball fait la fierté de la ville de Rouiba. Seulement voilà, les retombées d'une ville industrielle n'ont pas d'incidence positive sur le domaine sportif. C'est malheureux, ça fait 3 ans qu'on est en train de cavaler tout seul. On est dans une zone qui soi-disant elle est très riche, c'est la zone industrielle de Rouiba. Je passe un appel à toutes les sociétés qui sont à Rouiba, qui portent le nom de Rouiba, qui puissent aider cette section, car elle fait des efforts. On leur dit venez voir ce que ces jeunes subissent. Et on ne demande pas la lune, on demande seulement que les jeunes soient pris en charge et soient bien encadrés, avoir le strict minimum. الثقة كاملة في الوالي والمسيو المار مراد تكلي اللي بروماونا وإن شاء الله يكونوا عند كلمتهم إن شاء الله. Peut-on résister à un tel appel et une telle volonté de tous ceux et celles qui composent cette association aux grandes ambitions? La balle reste dans le camp des autorités locales.
Voilà, c'est un sujet réalisé donc en 2017, il est toujours d'actualité. Un beau panier. Un beau panier, puisque le message était passé surtout, mais n'a pas atteint sa cible, puisqu'on est resté indifférent par rapport à ses vœux et on est resté indifférent par rapport à la volonté de ces jeunes. Qu'est-ce qu'a dit la petite fille Sarah tout à l'heure? Elle a dit que rien ne l'arrêtera, que rien ne l'arrêtera. Et je pense que c'est un problème qui touche un petit peu toute la jeunesse algérienne. Ruiba, c'est vrai que c'est une région qui est entourée d'industriels. J'ai travaillé à Ruiba, j'ai entraîné l'équipe de handball de Ruiba. On est même monté en excellence. Parce qu'il y avait des gens, il y avait un certain Rouati, qui est donc un parent à notre réalisatrice, qui travaillait à SNVI, qui aimait l'handball. Il nous a aidés. Mais lui, il a quitté SNVI, il n'y avait plus rien, personne n'a suivi. C'est pareil pour le basket. C'est de grands amateurs du basket à Ruiba. Mais ils vont finir par disparaître parce qu'il n'y a pas d'abord de culture de sponsoring. Il faut revenir à la culture de sponsoring. Et pour aller à la culture de sponsoring, il faut toute une stratégie. On revient toujours à la stratégie. Et c'est ça qui manque à ce pays. C'est malheureux de voir ces jeunes. Vous avez vu ces jeunes, cette éducation, ce désir de bien faire. Et c'est dommage. Le risque de déperdition. Absolument. Et c'est à travers le territoire national. Et dans toutes les disciplines. Ah oui, c'est une patte. C'est un drame. Je suis tout à fait d'accord de ce que vient d'exposer Nordine. La patte, elle existe, une jeunesse extraordinaire, donc il parle bien, il souhaite avoir un avenir, mais il faut mettre en application un petit peu ce système de sponsoring, même s'il y a lieu de faciliter, l'État doit faciliter aux entreprises en matière d'impôts pour permettre le financement des activités sportives. Est-ce que vous êtes d'accord si je vous disais que nous n'avons pas de culture de sponsoring? Non, mais on n'a pas. Oui, tout à fait d'accord. C'est le constat de pas mal de... Il n'y a pas cette culture. Alors, j'ai dit le sponsoring parce que l'article il n'a pas besoin il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas cette... des gens que le bonhomme, quand il a un produit, il peut le vendre. Donc, quand il y a une compétition, il va s'orienter vers la possibilité en matière de marketing, de sponsoring, pour que son produit puisse être acheté. Donc je pense, moi je vois au plan infrastructurel qu'il y a lieu de prendre en considération l'aspect culturel, historique et géographique. On ne peut pas construire des infrastructures parce que l'Algérie, c'est un continent, c'est très important et les Algériens sont de partout, mais le sud, le nord, l'est, l'ouest. Donc il y a lieu d'avoir une bonne stratégie de telle manière à bien orienter l'argent du contribuable. En tenant compte de la situation géographique, historique, de telle manière quand on va construire une infrastructure, elle va nous donner des résultats. Si on construit par exemple une piscine, c'est parce que les éléments qui vivent dans cette région sont prédisposés à devenir des véritables champions à l'avenir. Parce que c'est un projet, bien sûr, projet sportif. Les régions aquatiques, on ne va pas construire des terrains de tennis. Tout ce qui est aquatique, je construis les infrastructures qui ont un rapport avec l'eau et avec la piscine ou la natation, l'aviron, la voile, etc. Pourquoi construire des salles omnisports, du basket, du handball, du tennis, alors que c'est une région aquatique? Donc pour le sport de haut niveau, je ne parle pas du sport de masse, pour le sport de haut niveau, déterminer un petit peu le choix des régions en fonction de l'aspect géographique, historique et culturel. Nordine? Absolument. Donc, mais là, ça se voit qu'il y a un décalage entre la partie scientifique, parce que ce qu'il est en train de dire, soit on ne le sait pas, soit... Mais je sais que dès qu'on quittera ce plateau, tout le monde aura oublié ce qu'on a dit, mais on n'arrêtera pas de le dire. Oui. Et peut-être... Il faut qu'il y ait le matraquage. Je pense qu'en ce moment, l'Algérie, on assiste à un changement. Je ne fais pas dans la politique, je ne fais pas dans la démagogie, mais je sens qu'il y a un vent de changement dans ce pays. Je le sens, de par mon expérience, de par mon vécu, de par tout ce que j'ai tout connu. J'ai connu les tremblements de terre parce que je suis de l'Esnam, j'ai connu la décennie noire, j'ai tout connu. Je sens qu'il y a une volonté, il y a un peuple qui a envie de bouger. Il y a une Algérie qui n'est jamais tombée.
qui a plié, qui n'est jamais tombé. Donc on est capable. Il suffit juste de remettre les hommes en place et de parler. Moi j'ai écouté le président Tebboune hier. Il a parlé du Japon. Il a dit que le Japon n'avait pas de pétrole, ils n'ont pas les richesses qu'on a. Et pourtant ils réussissent. Donc il a parlé d'un changement, de revenir aux compétences. Et si ce qu'il dit est juste, moi je suis derrière et je pense que ça peut changer dans ce pays. Espérons que ça va changer. Alors, si je vous disais Jeux Olympiques de 1936, là on est dans la partie musée du sport algérien. Berlin 36. Qu'est-ce qui a marqué les esprits? Les esprits, c'est... Le grand Jesse Owens. Discrimination et... Problème racial. Ouais. Et Jesse Owens qui a pu, malgré le problème racial, décrocher 4 médailles d'or. Ouais. On va le suivre. Il raconte son périple et son histoire et sa souffrance à l'époque. Jesse Owens qui nous parle de cette époque. Nous étions prêts à détruire le mythe de la suprématie aryenne. On ne pensait pas en ce temps-là que la politique allait s'ingérer dans la pratique du sport et lors des compétitions. Mais quand vous repensez aux termes qu'il a prononcés sur les performances des États-Unis et de la participation des Blacks américains et surtout les jeunes talents pour prendre part à ces Jeux contre ces super-hommes, c'est ce qui nous a motivés à venir ici. So we came. The headlines in the newspaper were Les colonnes de la presse, en ce temps-là, ont annoncé que l'équipe américaine arrivait avec 7 athlètes de couleur qui étaient des légendes et avait affiché la photo d'un athlète noir et à côté d'elle, celle d'un singe, en disant qu'ils étaient similaires. Voilà, c'était Jesse Owens qui nous racontait un petit peu son périple en 1936 et il a pu décrocher 4 médailles d'or sur le 100 mètres, le 200, le 100 longueur et le 4 x 100 mètres. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci M. Gemlich. On se retrouvera dans d'autres circonstances, Inch'Allah. Merci. Ça nous a permis de la Guinée. Voilà, un beau débat entre techniciens. Merci Nordine. Donc à lundi prochain. Merci à toute l'équipe du studio numéro 7. C'est la dernière. C'est l'avant-dernière. La semaine dernière. La semaine prochaine, on verra, on en parlera. Allez, ce sera jamais la dernière. Ça sera jamais la dernière, voilà. Une belle chanson, donc, d'ailleurs. Wafal Rawati, merci. Et merci à Fodé Nordine et toute l'équipe du studio numéro 7. On se retrouve lundi prochain.